démarré, Marc, donc vous êtes diplômé de l'École centrale de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours et votre carrière, s'il vous plaît? Merci Carole. Oui, donc je suis diplômé de l'École centrale de Lyon. J'ai un peu d'ailleurs honte de dire quelle année parce que ça commence à compter beaucoup. Donc je suis de la promotion 1973. Après l'école centrale, je suis parti aux États-Unis faire un diplôme de gestion d'entreprise à MBA à Carnegie Mellon University à Pittsburgh. Après mes études aux États-Unis, j'ai toujours travaillé pour les sociétés américaines. J'ai commencé avec Exxon, c'est la société qui s'appelle Esso en France, donc dans le pétrole. Et ensuite, j'ai changé de société, j'ai rejoint General Electric. À General Electric, j'ai rejoint la division médicale de General Electric qui avait, à l'époque, en 1988, il y avait eu un échange d'actifs entre Thomson en France et GE, ayant acheté à Thomson la division médicale de Thomson qui s'appelait la CGR, la Compagnie Générale de Radiologie, qui était la branche française de l'électronique médicale. Et donc, à ce moment-là, j'ai rejoint General Electric, d'abord en France, et ensuite à Milwaukee dans le Wisconsin, où j'ai été en charge d'une division technique, et c'est là que j'ai pris contact avec la discipline Six Sigma, qui était chez GE, qui a été chez GE un des grands moments dans la carrière de M. Welch, d'introduire Six Sigma chez General Electric. Et donc j'ai eu un succès dans cette division technique. On avait des problèmes de qualité assez importants grâce à Six Sigma. Et à ce moment-là, j'ai été promu patron des opérations de tout General Electric Medical System dans le monde. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec Six Sigma, je n'arrivais pas à régler tous mes problèmes de qualité, en particulier mes problèmes de livraison à l'heure aux clients. Parce qu'en fait, mon activité avait changé d'une activité très process oriented, qui était la division composant que je dirigeais avant, pour devenir le responsable de tout l'ensemble de General Electric Medical System production, et en particulier donc la production de grands systèmes intégrés qui nécessitent beaucoup d'assemblage, de travaux d'assemblage. Et c'est là que j'ai découvert Lean. Donc j'ai eu l'occasion de lire le fameux livre de M. Jones et M. Womack, et je suis parti au Japon pour être éduqué par les Japonais, par une société japonaise qui s'appelle Shinejitsu, qui est une bande de sensei qui ont fait 30 ans, 40 ans de carrière chez Toyota et qui ensuite enseignent des disciplines Lean. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc grâce à ça, j'ai donc introduit beaucoup de Lean à GE Medical Systems. J'ai été même un des champions de Lean chez GE. Et ensuite, en 2003, j'ai quitté GE parce que M. Welch est parti en retraite et il a été remplacé par un garçon qui est charmant mais incompétent, qui s'appelle M. Immelt, qui est le CEO de GE à l'heure actuelle, qui n'a pas fait grand-chose et qui n'aime pas trop les opérations. Donc je suis parti et j'ai rejoint une société qui s'appelle Solectron, dans laquelle j'ai introduit beaucoup de disciplines Lean dans la fabrication électronique. Solectron était, parce que Solectron a été depuis racheté, mais Solectron était un des champions de ce qu'on appelle Electronic Manufacturing Services, c'est-à-dire des sous-traitants de manufacturing en électronique. Donc on fabriquait pour tous les grands électroniques, que ce soit Dell, HP, Sun, etc. à l'époque. Certains d'entre eux, tels que Sun, ont depuis disparu, ils ont été rachetés par Oracle. Voilà, donc, et là j'ai développé beaucoup de disciplines Lean, à tel point d'ailleurs c'est intéressant parce que donc la société, j'ai quitté la société Solectron ensuite, mais depuis j'ai été rappelé au conseil d'administration de la société qui a racheté Solectron, qui s'appelle Flex International, et je suis maintenant au conseil d'administration de cette société. Voilà, alors ensuite en quittant Solectron, là ça a été la dernière étape de ma carrière, la plus excitante, la plus intéressante, puisque j'ai rejoint Amazon.com, et j'ai été le patron des opérations et du service client mondial pour Amazon.com, donc basé à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Et j'ai présidé aux destinées opérationnelles d'Amazon
des années 2006 à 2013. J'ai pris ma retraite en mi-2013. Donc j'ai eu 7 ans chez Amazon, assez excitant, puisque pendant les 7 ans où j'étais chez Amazon, Amazon est passé de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires à 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc multiplié par 10, un peu plus de 10. J'ai eu le plaisir aussi de diriger donc la croissance opérationnelle d'Amazon. Quand je suis rentré chez Amazon, il y avait une vingtaine de centres de distribution dans le monde. Quand je suis parti, il y en avait 120. Il y avait 5 centres d'appel clients dans le monde quand je suis arrivé. Quand je suis parti, il y en avait 25. Voilà, donc ça a été, j'avais à peu près 10 000 personnes sous les ordres au début, et quand je suis parti, il y en avait 120 000. Donc, j'ai eu des moments passionnants chez Amazon, et en particulier, donc chez Amazon, j'ai aussi développé le lean chez Amazon, donc le lean dans le retail, surtout dans la logistique, avec beaucoup de travail, et je vais vous en parler un peu plus en détail. Je suis sûr qu'il y aura des questions sur comment est-ce qu'on applique le lean dans les domaines qui ne sont pas les domaines traditionnels du manufacturing, mais les domaines tels que donc, les centres de distribution Amazon, où nous avons fait beaucoup de travail lean, même dans les centres d'appel Amazon. Et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, en quelques minutes, ma carrière. Depuis, je suis en retraite. Je suis au conseil d'administration donc, de Flex International. Je suis aussi au conseil d'administration d'Essilor en France, ce qui me donne l'occasion de rentrer en France une fois de temps en temps. Et puis, je suis aussi au conseil d'administration de plus petites entreprises de type high-tech aux États-Unis, en Corée et en Finlande. Voilà. Et à part ça, je suis aussi le président d'une association aux États-Unis pour supporter l'École centrale de Lyon. Nous avons une association des anciens qui sont aux États-Unis, et tous les ans, nous organisons des rendez-vous aux États-Unis et un concours pour les étudiants, un concours de start-up. Donc pour les étudiants de l'École centrale et de tout le campus de Lyon-Ouest qui sont intéressés par créer leur petite entreprise, et on fait un concours, et à la fin, on donne un prix au vainqueur pour qu'il puisse lancer son entreprise. Voilà en quelques mots qui je suis. Merci Marc pour cette bio. Vous avez commencé à nous expliquer en détail comment vous avez appris le lean. Est-ce que vous pouvez, vous avez commencé à nous l'expliquer, est-ce que vous pouvez maintenant entrer dans le détail et nous décrire les différents apprentissages que vous avez eus? Oui, alors l'apprentissage a été assez dur, parce que donc mon apprentissage a commencé au Japon. Là j'ai de l'écho là pour l'instant, parce que votre micro là j'ai plus d'écho. Donc mon apprentissage a vraiment commencé au Japon. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais donc j'étais un des pionniers de Six Sigma chez General Electric. Quand j'ai été nommé patron de toutes les opérations de GE Ecosystem, j'avais de grands problèmes pour essayer de régler les problèmes de qualité. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et Six Sigma ne marchait pas aussi bien qu'il avait marché dans ma première expérience. Et c'est là que un de mes black belts à Six Sigma m'a dit: Marc, il faut absolument que tu regardes Lean de plus près, et tu verras c'est ce dont tu as besoin pour régler tes problèmes. Et donc nous sommes partis au Japon. Donc d'abord le bouquin, évidemment le livre de la Bible de base, qui est celui de Lean Thinking de M. Jones et M. Womack. Et puis ensuite, donc je suis parti au Japon avec une équipe. Et alors là, ça a été assez difficile. Je me souviendrai toujours, n'est-ce pas, de ma première rencontre avec mon premier sensei, donc mon sensei qui est resté mon sensei depuis, M. Nakao. Donc on arrive à Nagoya, chez Toyota, et donc le premier rendez-vous se situe au musée Toyota. Donc on rentre au musée Toyota, et là, le sensei me dit bonjour de manière très peu respectueuse, puisque vous savez, il y a l'angle au Japon, n'est-ce pas, selon l'angle que les gens, quand ils vous disent bonjour en baissant la tête, s'il fait un grand angle, ça veut dire qu'il a beaucoup de respect, et s'il fait juste comme ça veut dire qu'il n'a pas de respect. Donc le gars en question me dit aïe, donc ça commençait très mal, et il nous donne un livre, et il nous demande de prendre des notes, de noter ce qu'on voit, de dessiner ce qu'on voit, et de ne pas poser de questions stupides. Quand j'ai du mal, étant donné que je payais très cher pour cette semaine, ne pas poser de questions stupides, merci. Donc on rentre dans le musée Toyota et on s'arrête devant un métier à tisser, parce que c'est la première chose que vous voyez.
Et vous comprenez, parce que c'est écrit en anglais aussi, que ce métier à tisser a été construit par le grand-père, maintenant l'arrière-grand-père Toyota, le fondateur de l'entreprise, qui donc était un ingénieur dans le textile et non pas dans l'automobile. Et on reste autour de ce métier à tisser. On voit que le métier à tisser est en train de produire une robe de geisha. Et donc il y a beaucoup de fils de soie naturelle qui alimentent le métier à tisser. Et la navette qui passe, et la robe est en train d'être tissée. Et une fois de temps en temps, il se passe quelque chose, et on voit tous les Japonais qui se plient en deux en disant « Aïe, Toyota-san !» Nous, on regarde ça en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on reste là pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Donc au bout d'un quart d'heure, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir de poser une question. Donc je demande, je dis, Sensei, c'est très bien tout ça, mais on est venu voir les voitures. Avec des consultants, on va sur la ligne et on marque tout ce qui se passe. Et chaque action est définie comme étant ou bien une valeur ajoutée, c'est-à-dire quelque chose, si le client voyait ce qu'on fait, c'est vrai, et tout le reste est considéré comme muda en japonais ou gaspillage en français, waste en anglais. Donc on regarde ça et on mesure donc le montant de gaspillage qui est sur la ligne. Et alors, donc, quand on est rentré du Japon, ils avaient appris à faire ça, on a tout de suite été faire ça sur cette ligne. Et à ma grande surprise, donc mes gars sont arrivés une semaine après, ils viennent me voir, mais ça y est, on a fait le truc, on a trouvé, attention, 92% de waste, 92% de gaspillage. À ce moment-là, évidemment, que vous imaginez, rentrer dans les mecs, c'est fou, c'est pas possible. On est General Electric, une des meilleures sociétés du monde, 92% c'est pas possible. Retournez à vos chères études, refaites-moi cette étude, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première réaction normale de tous les gens, refuser de savoir la vérité. À ce moment-là, ils sont retournés, ils ont refait les calculs, ils sont revenus, ils m'ont dit, t'as raison, c'était pas 92%, c'était 92,8%. Alors à ce moment-là, je suis passé par tous les sentiments normaux de dirigeant. Donc la première, évidemment, c'est la honte. Puisque je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi le patron de ce truc-là, il y a 92% de waste, de gaspillage dans ce que je fais. La deuxième, immédiatement après la honte, c'est la peur. Et la peur, donc, pour moi, se résumait de la manière suivante. Monsieur Welch n'est pas connu pour sa patience avec l'incompétence. 92% de gaspillage est une bonne définition d'être totalement incompétent. Donc, demain matin, si jamais Jack entend ce résultat, il va me mettre à la porte immédiatement. Voilà, donc il y a certaines méthodes pour s'occuper de ça dans l'industrie. Généralement, on accuse son prédécesseur, qui est une bonne technique. Mais en l'occurrence, c'était difficile pour moi, ça faisait à peu près 2 ans maintenant que j'étais en charge. Et en plus, mon prédécesseur était un bon copain. Donc c'était vraiment très gênant, donc je ne pouvais pas l'accuser lui. Donc je n'avais pas d'excuses. Et généralement, d'ailleurs, c'est là que s'arrêtent les entreprises. À partir du moment où on commence à savoir qu'on est aussi mauvais que ça, les gens ne veulent plus savoir. Et donc à ce moment-là, beaucoup de managers utilisent une technique de management bien connue, qui s'appelle la technique de management par l'autruche. C'est-à-dire vous mettez votre tête dans le sable et vous faites ça comme si vous n'avez rien su. Et c'est ce qui s'est passé avec General Motors quand Toyota leur a pris. Et c'est la raison pour laquelle General Motors a fait faillite et que j'ai dû payer les impôts pour ces incompétents qui n'avaient pas voulu régler le problème. Alors quand je suis à General Electric, donc j'ai été me coucher le soir après mon 92%, un peu inquiet de ne pas avoir un boulot le lendemain matin. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, mais alors chez GE, quand on travaille pour Jack Welch, on développe une certaine forme de résistance et de self-confidence. Et donc je me suis dit, mais à propos, j'ai quand même, ce qui s'est passé hier, c'est quand même très intéressant. Jack Welch veut 10% de productivité tous les ans. Et ben voilà, je suis tranquille pour 9 ans. Je travaille et enlever le waste et je vais pouvoir trouver les 10% de productivité. Ce que j'ai fait, et je me suis mis au travail, et on a commencé donc à nettoyer les lignes. Et alors, le plus intéressant, juste pour vous donner un petit exemple, je vais vous parler de la première fois où nous avons eu un jidoka, c'est-à-dire d'arrêter la ligne. Donc après beaucoup de travail, de kaizen, etc., la ligne commençait à être bien balancée, à être prédictible, à savoir comment ça devait marcher. On avait mis de l'ordre aussi dans le magasin des pièces pour que tout soit bien rangé et tout.
Et donc, on est prêt maintenant, la ligne étant à peu près maintenant sous contrôle, on peut commencer à faire Jidoka, c'est-à-dire à mettre le handle cord. Donc je vous rappelle, ça c'est la corde que tire un ouvrier sur la ligne Toyota pour arrêter la ligne lorsqu'il y a un défaut, lorsque quelque chose ne se passe et qui n'est pas en ligne avec le standard work. Voilà, donc on commence un lundi matin, et donc le lundi matin, j'avais mis dans mon bureau un rappel de la ligne, de l'arrêt de la ligne pour savoir s'il faut y aller tout de suite si on arrêtait la ligne. Lundi, il ne se passe rien. Mardi matin, vers 10h du matin, ma petite lumière rouge se met à tourner, et donc on a arrêté la ligne. Donc je vais voir ce qui se passe immédiatement. Donc on va dans l'usine. Dans l'usine, tout le monde se regarde. Personne n'avait tiré la corde. Alors on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, on a aussi mis un handle cord au magasin, donc on va aller voir au magasin ce qui se passe. On arrive au magasin, et là, on trouve un ouvrier qui a un manutentionnaire du magasin qui est devant une étagère et clairement c'est là qu'il a tiré la corde. Donc on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Alors il nous explique qu'on lui a donné un standard qui est qu'il doit y avoir deux bins, alors je sais pas en bin comment c'est en français, le mot m'échappe. Deux récipients de pièces, et quand il a fini un récipient, il le met en dessous, ça repart avec une pente comme ça. Et là, la prochaine fois qu'il prend une pièce, il devrait y avoir à nouveau deux bins. Et il n'y en avait qu'une. Et il dit, regardez, là, vous m'avez dit qu'il doit toujours y avoir deux bins, et là, il n'y en a qu'une, et au fur et à mesure que je prends, bientôt, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de pièces. Donc, on appelle tout de suite, alors on lui dit, bravo, t'as bien fait on appelle tout de suite le gars qui est responsable des pièces, qui vient nous voir, et qui nous dit, donc on appelle le gars, il arrive avec son listing ordinateur, il dit non, il n'y a pas de problème, on a 500 pièces. Je lui dis non, regarde, elles sont pas là. Il dit mais non, pas possible. Alors on va voir en réception, mais maintenant tout est bien ordonné, il n'y a plus de pièces qui traînent et tout. Donc on n'a pas de pièces. Alors on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit écoute, j'en sais pas rien, mais c'est pas moi qui suis responsable. Je lui dis mais oui, mais c'est toi qui as le listing. Oui, mais non, le gars qui est responsable, il est à la chasse en ce moment. Parce que dans le Wisconsin, on va faire la chasse aux rennes dans le nord de Wisconsin. Coup de bol, on arrive à avoir le gars au téléphone, on l'appelle, on lui dit, il y a John là qui nous dit qu'il ne sait pas ce qui se passe avec les pièces. Il dit oui, j'ai oublié de dire à John de commander les pièces. Alors on lui dit mais non, on a ce système super cher de chasse RP qui doit nous faire tous ces trucs-là, MRP, quand on enlève des pièces, théoriquement, on commande automatiquement. Il dit non, ça ne marche pas pour cette pièce-là, parce que cette pièce-là n'est pas dans le bill of material. Intéressant, pas dans le bill of material. Comment ça se fait? Ça c'est toute une histoire avec les ingénieurs, parce que vous savez, ils sont toujours trop occupés avec les nouveaux produits. On a fait un changement il y a 5 ans, et ils n'ont jamais remis la pièce dans le bill of material, ils n'ont pas le temps. Ça c'est intéressant. Donc la ligne est arrêtée, donc j'appelle l'ingénieur qui est responsable de ce produit-là, qui me dit qu'il est trop occupé. Je lui dis non, mais non, on n'est pas trop occupé, tu viens de le voir, parce qu'on a arrêté la ligne. Et tant que tu ne m'as pas parlé, j'arrête la ligne. Donc il vient me voir, et je lui dis voilà, est-ce qu'il paraît qu'il n'y a pas cette pièce-là dans le bill of material? Il dit oui, non, mais j'ai pas le temps, vous ne vous rendez pas compte, demain, on a un salon à la fin du mois et tout, on est trop occupé avec les nouveaux produits. Je lui dis, mais c'est quand même embêtant parce que je ne redémarrerai pas la ligne tant que je n'ai pas votre engagement de régler ce problème. Et il me dit, mais t'es complètement fou, en fait, t'as qu'à juste commander des pièces à la main. Il dit, non, je ne vais pas redémarrer la ligne, j'ai mon CNC qui m'a appris ça, et je vais appliquer ce principe. Donc il repart, et il dit, mais je vais voir. Je lui dis, vous savez, il va se passer des choses, parce que d'ici à peu près 2 jours, si je redémarre pas la ligne, on n'aura plus de produits à vendre, et là, ça va commencer à faire, des vagues. Donc, il appelle son patron, donc le patron, donc à même niveau que moi, donc le patron d'ingénierie, qui s'appelle Jin, d'ailleurs un bon copain, et je lui dis, Jin, tu sais, maintenant, j'ai appris ça au Japon, je l'ai appliqué, tant que je n'ai pas de commitment, je ne redémarre pas la ligne. Donc, je lui dis, maintenant, tu as le choix entre me laisser par démarrer la ligne et attendre que le patron me mette à la porte. Mais enfin, comme Welch m'aime bien, ça va quand même être un peu difficile. Autrement, il va falloir que vous me disiez quand vous allez régler ça. Donc, je repars dans mon bureau. 2 heures après, le jeune ingénieur en question revient me voir en me disant, voilà, c'est fait. On a changé la bill of material. J'ai dit, non, c'est fait. C'est-à-dire,
tu vas le faire. Il m'a dit non, on l'a fait, ça a mis un quart d'heure, on l'a fait tout de suite, et ce soir, on repasse de la bill of material de l'engineering dans le manufacturing, vous aurez la pièce dans le bill of material. Voilà, donc c'était quelque chose, c'était un défaut qui existait depuis 5 ans, qui avait été... donc la technique de management classique, et c'est la technique de la femme de ménage portugaise que j'avais quand j'étais tout jeune, qui consiste à mettre la poussière sous le tapis. Donc on vit avec des défauts tout le temps, défauts qui ensuite impactent le client. Dans ce cas-là, on n'aurait pas pu livrer à l'heure parce qu'on n'avait pas les pièces. Donc voilà le genre de choses qui sont d'une puissance incroyable dans la discipline Lean. Mais évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, il est absolument essentiel que la direction générale soit d'accord. Parce que vous voyez bien ce que j'ai fait là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma carrière sur la table, mais j'étais assez sûr que c'était pas trop dangereux, parce que j'ai arrêté la ligne jusqu'à ce que l'engineering me répare ce problème. Et donc c'est là l'avantage du système Toyota qui refuse de vivre avec un défaut. Et voilà, donc avec une petite anecdote, comment ça a marché chez General Electric. Merci Marc pour cette description dans le monde de l'industrie. L'application dans le monde de l'industrie, est-ce que vous pouvez, pour terminer en 5 minutes, nous décrire l'application et la mise en place chez Amazon? Oui, alors encore une fois, là, je vais vous parler, encore une fois, je vais essayer de vous illustrer ça avec une petite anecdote, pour vous montrer à quel point la discipline Lean peut s'appliquer dans des domaines complètement différents du domaine classique du manufacturing. Donc quand je suis rentré chez Amazon, et la raison pour laquelle je suis rentré chez Amazon, c'est que j'ai rencontré le patron, je travaille directement pour M. Bezos, et donc il m'a expliqué sa vision qui était d'être the most customer focused company in the world, donc ce qu'on appelle customer centricity, donc de tout ce qu'on fait complètement penser à partir du client, et c'est comme ça donc que Amazon a réussi. Donc évidemment, je lui ai tout de suite expliqué, et ça tombe bien parce que ce que je fais moi dans les usines et dans les centres de distribution, ça va être Lean, et Lean qui consiste à éliminer du gaspillage et à éliminer tout ce que le client ne paierait pas. C'est exactement customer centric. Donc le fait que la société soit complètement customer centric a rendu en fait mon application de Lean extrêmement facile. Alors ce qui était difficile, c'est que c'était évidemment qu'il fallait adapter à un truc complètement différent. Donc la première application de Jidoka que j'ai faite chez Amazon a été faite au Customer Service Center, donc dans les centres d'appel clients. Alors voilà l'idée. Donc l'idée, c'est que lorsque nous détectons un défaut, lorsque la personne qui est au téléphone ou en email ou en chat avec le client détecte un défaut, et un défaut qui s'est déjà produit. C'est-à-dire la deuxième fois que ce défaut se produit. Donc c'est pas un défaut random ou peut-être une mauvaise compréhension, c'est vraiment un problème. Cette personne, donc l'agent du centre d'appel, sans parler à personne, ni à ses patrons ou à des choses comme ça, a l'autorité de stop the line, d'arrêter la ligne et de tirer la random cord. Alors comment ça marche dans un centre d'appel? Eh bien, ce qu'elle peut faire en appuyant donc sur une touche sur l'ordinateur, c'est d'éliminer l'objet qui est à vendre sur le site Amazon, de l'éliminer de la vente. Et on ne le vend plus tant qu'on n'a pas compris quelle était la route cause de ce défaut. Et ceci juste en appuyant sur un bouton, en demandant l'autorisation à personne. Alors je vous explique la première fois. Donc ça c'était extraordinaire parce que si vous voulez, c'est contraire à toute la logique de la vente. Il faut vendre, on ne va pas enlever du site. Et contrairement à un patron normal, Monsieur Bezos a été anxieux de faire ça. Il trouvait que c'était une très bonne idée, il fallait absolument le faire très vite. Bon, j'ai mis 6 mois à mettre ça au point, parce qu'évidemment, l'idée de Jidoka, c'est pas d'arrêter la ligne, c'est d'avoir le processus en place qui permet de trouver la route cause du défaut et de le régler. Et ensuite, de redémarrer la ligne. Et donc, il a fallu mettre en place tout un processus pour être sûr d'abord que l'information communiquée à l'agent était correcte, c'est-à-dire que le fait que l'ordinateur pouvait lui dire c'est la deuxième fois qu'on voit ce défaut, et deuxièmement,
de faire qu'une fois qu'on a arrêté la ligne, c'est-à-dire que l'agent a enlevé cet objet de la vente, donc du site web, eh bien, nous avons en place le processus pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, je vous explique donc l'anecdote. La première fois que nous avons arrêté la ligne, dans ce cas-là, donc chez Amazon, au customer service, donc le client appelle et le client avait commandé des écouteurs. Pour mettre un casque, vous savez, pour écouter sa musique sur son iPhone, des choses comme ça. Et au lieu de recevoir un casque, il a reçu un disque dur. C'est quand même difficile à mettre autour des oreilles. Donc il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous m'envoyez un disque dur alors que j'ai commandé un casque. Et alors donc la fille, elle regarde la commande, elle regarde le stock keeping unit, enfin l'identification de ce produit, et hop, l'ordinateur lui dit, deuxième fois qu'on a cette complainte, apparemment on a un problème. Alors elle dit au client, écoutez, je suis vraiment désolé, je vous rembourse immédiatement, si vous voulez un autre casque, on en a 50 sur le website, dites-moi celui que vous voulez, on vous l'offre et on vous l'envoie immédiatement en expédié, ça sera chez vous demain soir. Mais surtout, regardez, merci monsieur le client, regardez sur le site web et vous verrez que ce casque que vous avez commandé n'est plus à vendre parce qu'elle l'a enlevé. Et il y a écrit en dessous, le casque est toujours sur le site web, mais il y a écrit en dessut, not for sale, au laboratoire qualité d'Amazon pour inspection. Voilà, donc le client, évidemment, le client n'en revient pas, parce que c'est vraiment un truc incroyable. Vous êtes arrivé à faire ça tout de suite? Oui. C'est le principe Lean chez Amazon. Voilà, donc c'est un truc extraordinaire, ça, parce que ça donne, en plus, à l'agent et à l'agent de service Amazon, une manière d'avoir un job qui est intéressant. Le pire job dans le monde, c'est d'être dans un centre d'appel, j'imagine par exemple Orange ou des gens comme ça, où généralement les gens sont là pour vous demander, vérifiez d'abord que vous n'êtes pas un truand, en vous demandant l'âge de votre grand-mère ou des choses comme ça, et quand on leur demande, quand on a un problème, généralement ils n'ont aucune autorité pour régler rien du tout. Alors que chez Amazon, eh bien, on fait quelque chose tout de suite et c'est vraiment impressionnant pour le client et impressionnant pour le centre d'appel et pour les gens qui travaillent. Donc voilà comment on a appliqué Jidoka à propos, dans ce cas-là, donc la route cause du problème, c'est qu'on avait un problème de SKU, de stock keeping unit, de code barre. Le code barre qui était sur la boîte avait été échangé par le fournisseur. Donc il avait fait une erreur, un switch de code barre il fabriquait aussi des disques durs, entre disques durs et les casques. Et donc il avait mis le mauvais code barre, et donc quand les gens prenaient ce truc, et ils connaissaient c'était le casque, mais en fait, évidemment, à l'intérieur, c'était un disque dur. Voilà la route cause qu'on a trouvée. Et donc on fait ça chez Amazon toujours, et on élimine à peu près entre 50 000 et 100 000 défauts par an avec ce principe-là chez Amazon. Merci Marc pour cette présentation. Il nous reste 10 minutes. Je propose qu'on passe la parole aux participants qui souhaitent vous poser des questions. J'avais une question par rapport à votre expérience. Entre General Electric et à l'époque de Jack Welch, qui est le summum du management moderne, enfin à l'époque c'était l'idole de tout le monde, Jeff Bezos et Amazon, qui est le summum du management digital, quelle est la plus grosse différence que vous avez vécue? Avant de parler de leurs différences, je vais vous parler de leur qualité commune. Jeff et Jack ont été pour moi évidemment des très grands patrons. Ils sont différents, mais ils ont beaucoup de choses en commun. Et en particulier, une chose qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des hommes de détail. C'est des gens qui veulent vraiment savoir ce qui se passe. Ce sont deux personnes super intelligentes qui comprennent très vite. Jack était capable à l'époque de manager donc des business aussi différents que Medical Systems ou les moteurs d'avion ou l'électroménager. Donc j'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre Jack et Jeff. C'était aussi tous les deux des patrons très qui demandaient beaucoup, qui étaient très exigeants. Et d'ailleurs, je m'amusais beaucoup à la fin de ma carrière quand M. Bezos, qui n'est pas un tendre, je vous l'assure, quand il me bottait les fesses un peu trop fort,
parce qu'il n'était pas content ou que j'avais pas été assez rapide, je lui expliquais que j'avais déjà beaucoup de cuir sur les fesses, parce que j'avais travaillé pendant 15 ans pour Jack Welch. Donc j'avais déjà des fesses bien renforcées. Voilà, donc ce sont des gens très exigeants, mais des gens fantastiques. Évidemment, je crois, la différence essentielle, je pense, c'est que là où vraiment Jeff Bezos a fait une étape encore supplémentaire par rapport à Jack Welch, c'est cette idée de diriger une entreprise basée sur une culture fondamentale qui est d'être centrée sur le client, complètement focalisée sur la satisfaction client. Et de dire que c'est comme ça qu'on va réussir. Et là, vraiment, là, je crois que c'est... Enfin, il a démontré, c'est vraiment un coup de génie, parce que vous savez, Amazon est une de la société dans le monde que les clients aiment le mieux. Aujourd'hui, même en France, même dans ce pays incroyable qu'est la France, où tout le monde se plaint de tout, et bien Amazon est classé parmi les entreprises au sommet en France du point de vue satisfaction client. Voilà, donc là, vraiment, Jeff Bezos est un génie là-dessus, et c'est un génie qui applique, hein, attention, parce que vous savez, il faut faire attention dans ce qu'on lit dans les magazines et tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de grands patrons qui talk the talk, mais don't walk the talk, hein, en anglais. Donc, beaucoup de gens qui font de la propagande, mais qui ensuite, une fois qu'on est entre nous, reviennent. Évidemment, il faut faire le trimestre, il n'est pas question d'appliquer les principes fondamentaux. Alors que Jeff Bezos, et Jack Welch là-dessus, ils sont aussi semblables. Ce sont des gens très courageux, et que ce qu'ils disent, ils le font. Et ils appliquent à eux-mêmes ce qu'ils demandent à leurs collaborateurs et à leurs troupes, ce qui est fantastique. Voilà, donc deux très grands patrons qui ont des différences, mais qui ont sur le fond, ça a été deux sociétés où j'ai pu appliquer Lean parce que c'était tout à fait en symbiose avec ce que voulait le patron d'entreprise. Merci beaucoup. Quand on démarre la démarche et qu'on identifie un certain nombre de problèmes, comment on fait le tri pour choisir les problèmes prioritaires? Ah oui, donc ça c'est une très bonne question. Donc, une chose importante, c'est que donc on fait le tri. Alors il y a deux méthodes de faire le tri, mais d'abord je vous rassure tout de suite que quand on démarre la démarche, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc la première chose, c'est de faire un truc simple et qui soit facile à expliquer aux équipes pour faire la différence, en particulier aux équipes des gens qui travaillent sur la ligne, donc les opérateurs ou les agents techniques qui travaillent sur la ligne. Donc il faut commencer par obtenir parce que pour faire du Kaizen, il est absolument important d'avoir l'engagement des équipes sur la ligne. Donc vous commencez par quelque chose qui change leur vie, qui leur montre qu'on est sincère, qu'on a vraiment besoin de leur aide pour améliorer et éliminer le gaspillage. Et ça, vous en faites donc une sorte de rallye, de points, d'accumulation pour montrer que ça marche et pour engager les équipes. La deuxième chose, donc chez Amazon, c'était très simple. Donc on a fait le tri par le plus grand impact sur le client, puisque c'est ce qui fait marcher Amazon. Dans les sociétés qui sont gérées beaucoup plus financièrement, eh bien choisissez pour obtenir la crédibilité vis-à-vis de la direction générale. Choisissez ce qui vous paraît financièrement le plus intéressant. D'ailleurs, chez GE, qui était dirigé très financièrement, j'avais toujours avec moi un financier de haut niveau qui donnait la crédibilité aux sales, parce que faut faire attention sur ce sujet-là. La comptabilité traditionnelle d'une entreprise fait que le coût des défauts est souvent assez bien caché. Il n'est jamais dans le cost of goods sold, il est généralement caché dans d'autres lignes du compte d'exploitation, tels que les coûts de garantie, les coûts de retour, les ventes loupées. Alors ça c'est encore plus dur à trouver, puisque on ne sait jamais, ça c'est une opportunity cost, on a loupé les ventes parce qu'on n'a pas pu livrer, ou des choses comme ça. Donc il est très important d'avoir un financier qui a la crédibilité de la direction financière avec vous pour montrer les savings. C'est-à-dire quand on faisait Six Sigma chez GE, il
Monsieur Welch gérait Six Sigma comme une des directions opérationnelles de l'entreprise. Et j'avais donc un PNL et un objectif financier quand j'étais le patron de Six Sigma pour mon écosystème. Donc voilà comment vous faites. Donc vous essayez d'abord d'engager vos troupes grâce au premier résultat et deuxièmement à faire que les résultats que vous obtenez de qualité et de productivité soient apparents et soient bien compris et soient en ligne avec l'esprit de l'entreprise. Merci Marc.